Gemini 3 franchit le nouveau record des IA les plus puissantes, surtout avec la nouvelle version de Nano Banana. Ces deux nouvelles versions ont été présentées la semaine dernière. Et puis, la bulle de l'IA, la bulle de l'IA, est-ce qu'elle éclatera en 2025 ou en 2026? Et puis, on a du nouveau aussi avec les produits Microsoft, avec Windows 11 et des annonces à l'occasion de la conférence Ignite 2025. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes le 25 novembre 2025 et c'est l'épisode 446. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je ne suis pas seul. Il est à la tech ce que le Mozart est à la musique, ce que Nota Bene est à la vulgarisation de l'histoire sur YouTube. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Oui, 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 bah écoute, c'est très sympa pour Nota Bene, je sais pas pour Mozart, écoute, Ah, c'est un bon musicien, hein? Non? oui, 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 ah bah a priori. On dit, j'avais, quand je commençais ma carrière de support informatique dans une grande entreprise, il y avait un Mhm. monsieur qui aimait beaucoup que je passe et il disait globalement, il disait au support informatique, ah, t'es le Mozart de l'informatique. C'était très valorisant. Tu vois. Il y a une offre Ça a Black commencé très Friday. jeune. Comment? Ça, c'était commencé très jeune. Oui, c'est pour ça, effectivement, très très jeune, il y a très longtemps, je suis très vieux maintenant. Allez, il y a une offre Black Friday, en tout cas, pour Patreon. Et oui, c'est la première fois, ce sera peut-être la dernière, hein, allez savoir. Le premier mois à Patreon est à 80% de réduction, donc si jamais vous n'êtes jamais abonné, allez-y. Il y a même une réduction de 10% si vous prenez un abonnement annuel, donc ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Patreon.com/techcafé. Allez jeter un coup d'œil aussi sur techcafé.fr parce qu'il y a les articles de Thorax il écrit sur les jeux vidéo. Il a écrit notamment, je ne sais pas si tu as vu les articles Guillaume, mais il a écrit notamment un article sur Design Home, qui est un jeu de simulation de design d'intérieur. Ça a l'air assez cocasse quand Ah même. OK. Oui, quand même. Il y a un jeu de billard sur Switch aussi, et puis il a fait une réaction à une prise de parole pour le moins sulfureuse qu'il y a eu à la télé qui critiquait les jeux vidéo. Donc allez jeter un coup d'œil aussi sur techcafé.fr. Merci infiniment à Daniel P, Stéphane Sulikowski, à Dr Eric Boisica, à Pyradix, à Sterank et à Néo Pouillot qui se sont abonnés sur patreon.com/techcafé. Et au passage, il y a une personne qui nous soutient sur Patreon qui s'appelle Amine et qui a suggéré un truc la semaine dernière. Il a dit ce serait trop bien que vous ayez un répondeur. Voilà, on vous laisserait des messages audio et puis vous pourriez les diffuser ou pas. Ce serait limité, il faudrait pas que ce soit trop long. Et ben, j'ai exaucé son vœu en 20 minutes. Voilà, j'ai trouvé un service. Vous allez sur techcafé.fr, vous allez sur l'onglet contact et vous avez la possibilité de nous laisser un petit message vocal d'une minute 30 maximum. Donc voilà, si vous avez des messages à nous transmettre. Tu t'exposes à des trucs sales quand même, hein. Mais non, alors peut-être, Marc, oui, c'est vrai. Démontrez-moi que cette expérience ne sera pas trop négative et qu'il n'y aura que des messages constructifs et valorisants comme c'est le cas habituellement pour la communauté. C'est le cas aussi, en tout cas, sur Discord, techcafé.fr/Discord. Discutez entre vous et avec nous. Et je sais, Guillaume, que tu suis très étroitement les interactions qui ont lieu sur cet espace de discussion. Oui, bah, il y a eu beaucoup de discussions cette semaine sur des sujets enfin des sujets spéciaux dont je suis pas spécialement spécialiste, donc je vais pas trop en faire, voilà, je vais pas trop faire de commentaires. Et j'ai vu passer Onustus qui est, comme il le dit lui-même, plutôt un sceptique de l'IA et qui voilà des expériences d'usage et de mésusage de l'IA en entreprise et disons que, comme assez souvent, quand on veut bourrer de l'IA au pied partout, bah, c'est pas très probant, quoi. Alors des commentaires qui font une introduction rêvée à cet épisode, hein, dans lequel on va parler, justement, bah, du virage de Microsoft, ou qui est à fond dedans, hein, dans les agents, de toujours plus d'investissements circulaires aussi. Il y a pas mal de sujets, voilà, qui sont un peu là-dessus. Puis il y a aussi, Gemini 3, hein, qui est quand même assez impressionnant, il faut le dire. Et puis, il glisse au passage que mon enthousiasme des débuts commence à s'émousser. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me mousse? Je sais pas, je me rends pas forcément compte tout seul, hein, si je me mousse ou pas. Mais c'est une bonne question en fait, parce qu'après tout, on relaie au moins autant de positifs que de négatifs, dans les news sur le sujet. Est-ce que, moi aussi je deviens plus sceptique, hein? Le truc, c'est qu'il y a 2 facettes, hein, dans ma perception de l'IA, quoi. Je pense que vous avez compris, quoi. Il y a le côté technophile et scientifique, quoi, qui est Mm. voilà, il est sur le cul à peu près en permanence depuis 2 3 ans, donc c'est dur, hein, j'ai mal aux fesses maintenant. Parce que oui, Bon, c'est fascinant, hein, les capacités des IA génératives sont vraiment folles, quoi, hein. Tu génères de la vidéo, de la musique, tu manipules les images comme ça, enfin c'est extraordinaire. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai un PC à côté de moi qui sait résoudre à peu près tous les problèmes de Terminal S avec lesquels je peux discuter. Enfin, c'est fou, oui, c'est dingue, c'est complètement dingue. Et est-ce que c'est que de l'hype? Bien sûr que non, hein, on est dans un nouveau monde. Avant, les ordinateurs pouvaient pas parler, maintenant oui, voilà. Avant, je pouvais pas faire une chanson pop sur la Dreamcast, maintenant je peux. Bon, ben, voilà. C'est des changements qui vont, voilà, très, très vite et ça continue même d'ailleurs, on va le voir avec Gemini 3.
et c'est moi qui regarde les nouveaux trucs, bah, en fait, il s'en fout des usages en entreprise. Oui, désolé, hein, je c'est vrai, il s'en fout de la rentabilité. Il est juste fasciné par ces nouvelles capacités, par le potentiel que ça peut avoir, tout ça, tu vois? Mais après, évidemment, il y a aussi une partie de moi qui est très conscient des limitations de ces trucs, qui est consciente qu'on survend une technologie qui est pas forcément très mature, ou pas forcément très adaptée à tous les domaines, et à tous les problèmes, hein, certaines n'ont pas même. C'est parfois même très inefficace par rapport à des solutions plus simples dans certains domaines, hein, mais c'est vrai que voilà, financièrement, c'est le délire. Ce qui est en train de se passer complètement délirant. Je pense franchement que ça va faire mal dans les mois qui viennent. On va étayer ça par quelques exemples d'ailleurs dans l'épisode même. On va en parler un peu plus en détail. Et pour le coup, je pense vraiment que l'analogie avec la bulle Internet des années 2000 est finalement assez bonne parce que oui, il y a une bulle financière, mais la technologie, ben, elle était à l'époque vraiment transformative. Et puis là, je pense que ouais, c'est pareil. Donc oui, il y a de la hype, hein, il y a une bulle financière, il y a de la FOMO, il y a des usages qui ne sont pas toujours très raisonnés, mais aussi un fond technologique solide. Je pense que ça va avoir un impact profond et c'est pas du tout incompatible. Les 2 sont pas du tout incompatibles, quoi. Donc j'essaye de, voilà, de concilier les 2 avec peut-être plus ou moins de succès, je sais pas. J'ai le sentiment que dans les épisodes qualifiés de suppléments, les épisodes du week-end qui arrivent pas le mercredi matin, mais donc bah, le week-end, tu relais souvent des modèles, les modèles de la semaine, hein, c'est la rubrique consacrée maintenant, et je sens effectivement à quel point tu soulignes le bouleversement permanent que c'est d'un point de vue technologique d'une semaine sur l'autre. Il y a ce qu'on imaginait progresser en un an, bah, ça arrive en une semaine, et ça, je pense que voilà, tu es enthousiaste, moi ça me réjouit. Je pense que là où tu mets le doigt, et tu es finalement, je pense, assez fidèle à toi-même, c'est que tu arrives très très bien à souligner à quel point il y a des avancées technologiques, mais à quel point il y a des choses qui sont déconnectées sur le plan des investissements, sur le plan de la com. Et sur ces deux volets-là, c'est des ingrédients parfaits pour faire grossir une bulle. Et il me semble effectivement, hein, je pense qu'on est assez objectif quand on regarde ça sous cet angle-là, c'est que quand on voit les montants investis et la manière dont ça transforme le quotidien des gens, il y a quelque chose de complètement déconnecté. Effectivement, il y a des IA qui amènent des améliorations sur le plan de la médecine, il y a des IA qui améliorent des choses très concrètes sur le plan des services. Je me rappelle notamment de cet épisode qu'on avait fait avec notre collègue Steph. Il avait relayé des expérimentations autour de l'intelligence artificielle qui montraient à quel point le triage dans les urgences pouvait améliorer les choses. Et tu vois, je pense que vraiment, on ne peut pas passer à côté des avancées qu'il y a. Mais seulement, le montant des investissements, le montant des financements ne sont pas du tout dans ces domaines-là et ils sont complètement exagérés. Je pense que c'est là, en fait, où les gens ressentent probablement une partie Bah, de ton on va recul, en quoi. reparler, mais Mm. il y a aussi ce truc que, pour beaucoup de gens, IA égale LLM. Tu sais, enfin, Ouais. il y a Mm. vraiment les LLM Mm. attirent énormément de lumière. C'est vraiment Mm. sur eux que, voilà, il y a tous les projecteurs. C'est aussi sur eux qu'il y a peut-être même le plus d'investissement. Alors qu'il y a peut-être une bulle, voilà, c'est ce que dit, le mec de Hugging Face, hein, et en fait, il Mm. y a une bulle des LLM, beaucoup plus finalement qu'une bulle de l'IA, qui est quelque chose d'extrêmement multiforme et qui est, dans plein de domaines différents, apporte voilà, des contributions très importantes. Et il y a Yann Lequin aussi, hein, qui est un assez grand critique finalement de l'avenir qui pourrait être transformatif avec les LLM. On va parler tout de ça, mais patience. Enfin, on va tout de suite plonger même les deux pieds dans l'IA parce que sans autre forme de procès, depuis quelques mois, vous le savez maintenant et on se répète là avec cette intro, des nouveaux modèles battent tous les autres. En fait, d'une semaine sur l'autre, ça n'arrête pas pour le texte ou pour la génération d'images, de vidéos. On pensait au tout début que Google était largué, mais décidément, je trouve que ces dernières semaines et ces derniers mois, ils enchaînent vraiment des lancements à succès, à la fois sur le plan de la notoriété et sur le plan des résultats. La semaine dernière, ils nous ont gratifié donc de la version 3 de Gemini. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce modèle a obtenu un accueil pour le moins chaleureux. Il y a même un outil qui fait office de chef d'orchestre d'agent IA, ça s'appelle Antigravity, Guillaume. Oui, oui, c'est vrai qu'on avait un petit peu pris l'habitude que les nouveaux modèles comme GPT 5.1 ou Sonnet 4.5, c'était des améliorations qui étaient finalement assez incrémentales des anciennes. Là, on a quand même droit à un saut qualitatif plus important, quoi, hein, dans certains domaines, en tout cas, à tel point qu'on peut vraiment sans doute dire que Google prend la tête de la course à Mhm. l'IA, quoi. Et OpenAI d'ailleurs envisageait de ça dès le début, hein. On pouvait lire dans les correspondances des fondateurs, Musk y compris, que Google avait été perçu comme la menace principale. Avec la quantité de données, de puissance de calcul et de cerveau et d'argent qui étaient déjà chez Google en 2015, hein, et le fait qu'ils se sont toujours intéressés à l'IA, ils étaient très bien placés. Bon, à l'époque, ils étaient pépères, hein, OpenAI, du coup, au culot, en sortant de ChatGPT, finalement. Un chatbot complètement mythomane n'est pas super génial en rétrospective, hein, finalement. Mhm. Youn Avec du recul, Dabikian, ouais. Google est passé en mode panique et finalement, bah, semble avoir rattrapé son retard. Il est loin le temps de Bard. Vous vous souvenez de Bard? Oh, ouais, c'est vrai. C'est voilà, là, On s'en moquait. l'intégration verticale de Google risque de rendre,
voilà, la tâche assez difficile pour les concurrents parce que bon, bah, de fait, hein, Gemini 3 Pro, c'est le meilleur chatbot du moment sur à peu près tous les tests qu'on puisse lui faire passer, enfin jusqu'à ce que Opus 3.5, 4.5 sorte, bon, on va en parler juste après. Il est en tout cas le premier, enfin en tout cas la dernière fois, enfin, au moment où, j'ai regardé, il était le premier sur LM Arena d'une bonne tête. Bah, sur la plupart des tests classiques, il est premier, souvent assez nettement, ça c'est vrai que Mmh. c'est pas mal. Et sur Humanity Last Exam, par exemple, Humanity Last Exam qui était censé donc être super dur, hein, vu le nom, hein, mais même dur pour des chercheurs humains, pour des experts humains, il résout quand même 37% des problèmes sur Humanity Last Exam. C'est bien mieux que ChatGPT 5 qui en résout quand même 25-26%, ce qui est pas mal. Et pour peu qu'on lui donne accès à des outils, donc Internet, Python, etc., il atteint presque 46%. Il faut voir que c'est un test qui, a à peine un an, paraissait imbattable et les scores étaient à un seul chiffre. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant, hein. Il y a aussi Math-Arena Apex, qui est, lui, c'est des problèmes de maths, hein, il regroupe des problèmes de mathématiques qui sont vraiment très durs, sur lesquels tous les autres chatbots se cassent les dents et dépassent péniblement les 1%. Gemini 3 résout 23% des problèmes, c'est quand même impressionnant. Et sur ArcAGI 2, hein, le 2, il atteint 31%, ce qui est vraiment remarquable, hein, parce que ArcAGI 1, déjà, il était censé, c'était un test de puzzle de logique, hein, qui était censé être facile pour les humains, mais très dur pour les chatbots, bah là, finalement, bah, les modèles d'OpenAI ont commencé à les résoudre, donc du coup, bah, ils ont fait une version 2 qui est plus difficile, et bah, et voilà, les IA commencent à y arriver aussi, hein, 31%. François Chollet doit être en PLS, surtout que ça s'arrête pas là, parce que Gemini 3 Pro aura un mode deepthink, donc où il réfléchira encore beaucoup plus, hein, comme voilà les modes high dans OpenAI, chez OpenAI. Et donc, il va réfléchir beaucoup, beaucoup plus. Évidemment, ça sera sans doute beaucoup plus cher, ça prendra beaucoup plus de temps, mais avec ce mode, qui n'est pas encore dispo, hein, je crois, il dépasse les 45% sur ArcAGI 2, ce qui est un score incroyable et qui écrase la compétition, quoi. Donc, en gros, voilà, sur tous les tests, Gemini Excuse-moi, 3, juste pour préciser, justement, pour ce que tu dis et pour renfoncer le clou de ce que tu précises, c'est, je voyais ArcAGI 2, c'est GPT 5.1 qui est à 17%. Donc, pas 2 fois en dessous, mais quasiment cette dernière version de Gemini, alors qu'ils sortent à peu près en même temps. Donc, il y a vraiment un coup d'avance pour deux modèles qui sortent en même temps. C'est pas les mêmes générations, mais en tout cas, en date de sortie, c'est très comparable, quoi. C'est dingue. oui, oui, c'est ça. Et est-ce qu'il est meilleur que Opus 4.5? Suspense, on vous le dira très bientôt. Mais bon, oui, voilà, en fait, c'est un modèle qui est quand même, voilà, un bon saut qualitatif, assez Hmm. sympa et c'est un gros, enfin, c'est un poids lourd, quoi. C'est un poids lourd au sens propre aussi, on ne sait pas officiellement à quel point, mais il aurait, apparemment plus de 3000 milliards de paramètres, c'est un truc qui pèse au moins 3 téraoctets. C'est, bon, il s'active, alors il activerait qu'une fraction sans doute très faible de tout ça à chaque fois parce que ils disent bien que c'est un mélange d'experts assez creux. Et bon, bah, apparemment, la recette, c'est de juste toujours entraîner, bah, plus gros, un modèle plus gros avec, toujours plus de données. Ça a l'air de continuer de marcher finalement encore un peu. Alors on sait rien de précis, hein, tout ça, c'est des posts sur X, mais voilà, il y a bon, en tout cas, les posts sur X disent qu'il y a une marge de progression. Et au passage, Gemini 3 est aussi bien meilleur, que Gemini 2.5 pour la création d'armes chimiques et de malware. Donc c'est Ah, crédible. ah oui, Référence oui, à ce qu'on écoute. disait la semaine dernière, ça va, c'est crédible. Donc ouais, alors, apparemment, enfin, en tout cas, évidemment, quand tu regardes les pubs, il a l'air enfin, il a l'air super impressionnant et donc évidemment, bah, il y a des gens qui ont essayé de faire comme dans les pubs, quoi. Ouais. Et apparemment, bah, qu'il s'agisse de créer des objets en voxel, des illustrations SVG, des applications entières ou de créer des infographies interactives à la volée, bah, la version publique semble capable de faire tout ça effectivement, et c'est assez cool, hein. En particulier, cette manière d'expliquer les choses de manière interactive, c'est carrément cool, quoi. Parce que bon, en général, quand tu poses une question à un chatbot, bah, il te répond en faisant un long texte structuré avec des paragraphes, hein, de la mise en forme des tableaux maintenant, de ce genre de truc. Mais là, ça va plus loin, hein. Il peut programmer à la volée une infographie en JavaScript qui t'illustre le truc. Donc tu demandes, C'est je sais pas, un mini-site, quoi. C'est assez dingue, c'est carrément ouais, un il te fait mini-site. une mini appli pour t'expliquer, te montrer les trucs, hein. Tu demandes quelle est la taille des planètes du système solaire, bah, il va pas juste te faire un tableau, il va te faire une appli web où les planètes, elles vont tourner, où tu peux tourner autour, et cetera. Il s'exprime visuellement en code, quoi, et ça, c'est vrai que c'est un super potentiel pour le coup, c'est pas mal. Et d'ailleurs, bon, il est aussi très doué pour le code et comme tu disais, il sort un outil de codage agentique, c'est un petit peu son curseur à lui qui s'appelle Antigravity. Pour le moment, c'est gratuit avec Gemini 3 et donc il y a une interface assez classique, donc c'est voilà, un éditeur de code, un IDE avec un volet latéral pour le chatbot. Puis il y a aussi la possibilité d'avoir une sorte de centre de contrôle pour lancer plusieurs agents en parallèle. Donc Antigravity emprunte aussi à Manus, si vous vous souvenez de Manus, qui est un des premiers ingénieurs automatisés, comme on disait à l'époque, hein, qui fait un petit peu tout seul. Donc il va chercher des infos sur Internet, il peut coder, exécuter, vérifier, débugger tout seul, avec évidemment plus ou moins de succès, hein, bien sûr, mais bon, disons qu'il fait toute la boucle tout seul, quoi. Donc bon, attention, après, Gemini 3 Pro est pas parfait, bien sûr, ça reste un chatbot
essentiellement, comme avant, hein, mais donc ça se plante parfois, ça hallucine toujours un peu, mais disons que c'est quand même une amélioration notable, c'est un beau bébé, quoi. On va voir, si c'est un beau bébé ou en tout cas si c'est le bébé le plus costaud du moment parce qu'effectivement, tu l'as dit, alors c'était peut-être un peu moins médiatique, hein, mais ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Il y a une nouvelle version de Claude, donc de la société Anthropic qui est sortie. C'est Claude Opus 4.5 et alors il faut qu'on le compare sur tous les plans par rapport à Gemini 3 maintenant. Bah oui, j'avais un narratif clair moi, hein, pour cet épisode 1, Google, le retour du roi, tu vois? Ouais. En majesté à la pointe des IA et ça a tenu jusqu'à hier soir, quand Anthropic, bien sûr, s'est cru obligé de me claquer mon trip en sortant Claude Opus 4.5. Donc Ils ont exit le retour pété du ton roi. conducteur, en 1 minute, quoi. Exactement, j'ai dû changer le titre d'une rubrique, c'est un scandale. Donc c'est plus le retour du roi, c'est les 2 tours, hein, voilà, parce que Claude, il est quand même pas mal non plus, hein. Il n'est Ça pas va. uniformément meilleur que Gemini Ouais. 3, mais il le dépasse quand même, sur certains trucs. Alors Gemini conserve la palme pour l'expertise, hein, si on veut, parce qu'il a un score, GPQA un petit peu supérieur. C'est aussi, il est aussi un petit peu meilleur en question multilingue. Par contre, Opus est très, très fort en tout ce qui concerne le codage, les outils du type Hider, tout ça, Claude Code et cetera, évidemment. Et puis, il excède aussi à l'utilisation d'outils et attention, il est même meilleur que Gemini 3 sur RKGI 2. Il a un score de 37,6% Fou ça. contre 31, ce qui est assez impressionnant. Mais bon. Donc Gemini 3 Deepthink sera toujours le meilleur, hein, par ailleurs, mais bon, il n'est pas sorti. Alors que Claude Opus, oui. Mais bon, vous avez compris, on a deux modèles qui sont vraiment costauds, avec leurs points forts, hein, chacun. Donc le codage agentique apparemment pour Claude, et puis le savoir et les compétences un peu généralistes, hein, pour Gemini. Ce qui fait qu'il reste plus grand-chose pour GPT 5.1, notez bien, mais bon, il est excellent en raisonnement visuel. Lui, c'est là qu'il excelle, le GPT. Il reste néanmoins la question du prix, qui est toujours difficile pour les opus, hein, parce qu'ils sont très très chers. Donc, quel sera le marché opus? Probablement plus important qu'avant, parce que les prix ils baissent, hein, ça c'est bien. 5 $ par mégatoken en entrée et 25 $ en sortie. Donc ça fait cher, hein, ça peut avoir l'air cher comme ça, d'ailleurs c'est cher, mais c'est plus abordable qu'avant, puisque Opus 4.1 était à 15 $ en entrée et 75 $ en sortie. C'était quand même vraiment un délire, quoi. Ça reste aussi plus cher que Gemini 3 Pro, Mmh. qui est à 2 $ en entrée, 12 $ en sortie, toujours du mégatoken, hein. Et en tout cas, si vous utilisez moins de 200 000 tokens, c'est vrai, si vous utilisez vraiment gros, gros contexte, bon, bah là, vous explosez la limite et on passe à 4 et 18 $. Bon, on a deux IA solides. Claude sera sans doute le chouchou des développeurs les plus fortunés, hein, en tout cas, hein, pour l'usage en chat. Opus est dispo à partir de 17 $ par mois. Gemini 3 Pro est accessible dès 8 € par mois avec 200 gigaoctets de stockage cloud, avec un accès à VO, ce qui est plutôt C'est compétitif, intéressant, ouais. d'autant que Gemini 3 Pro a un atout dans sa manche que n'a pas Claude. Et on va en parler tout de suite parce qu'effectivement, derrière Gemini 3 Pro, et d'ailleurs, il y a parfois une confusion hein, pour qui suit un peu l'actualité des IA. C'est des choses différentes, mais évidemment, tout ça, ça passe par Gemini. Il y avait aussi du nouveau chez Google avec son générateur d'images, le fameux Nano Banana. Enfin, on dit génération d'images parce que ce sont des images, mais en fait, il peut même y avoir maintenant dans ces images beaucoup de texte. Moi, c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a le plus bluffé. Et bah, c'est peut-être là un des signes qui montre à quel point ce modèle est bon, hein, justement, c'est que les choses sont globalement très Ah très bah, cohérentes. Et puis, on a bouclé la boucle. Ça, le c'est générateur de ça. texte Voilà, génère des images dans lesquelles il y a du texte. C'est pas beau? c'est merveilleux. Il y a un côté un peu consanguin, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Guillaume, de ce Nano Banana Pro? En fait, c'est pas fini avec Gemini 3 Pro parce que ce modèle est multimodal, donc il va comprendre et générer des images parce qu'en fait, c'est lui, Nano Banana 2, qui est finalement appelé Hmm. Nano Banana Pro. Et c'est un monstre, littéralement. Nano Banana, il nous avait déjà bluffé il y a quoi? Je sais pas, il y a 2 3 mois, Hmm. maximum, quoi. Et cette nouvelle version est hallucinante, elle est encore bien meilleure, hein. Il faut dire que Nano Banana, c'était la face multimodale de Gemini 2.5 Flash, qui était donc une version light et de l'ancienne version de Gemini, alors que Nano Banana Pro, c'est le gros Gemini 3 Pro qui est derrière. Donc il est beaucoup plus intelligent que 2.5 Flash, ça se voit. Effectivement, il y a une précision dans les textes, dans les détails, il a aussi beaucoup de culture, hein. C'est-à-dire qu'il comprend les styles, il comprend les situations, il fait pas de il fait moins d'anachronismes, par exemple. Il peut générer il peut générer un truc aussi con qu'une copie d'écran de RuneScape. Donc il sait ce que c'est RuneScape, il sait Ouais, quelle gueule ça a c'est fort. RuneScape, il sait quelle, interface, comment les graphismes sont moches comme dans RuneScape, enfin c'est un truc de fou, quoi. Ou alors une copie d'écran de Reddit totalement crédible, avec effectivement énormément de texte, avec des Ouais. commentaires marrants et des interfaces cohérentes. C'est extraordinaire, hein. Il peut faire des affiches de films, il peut faire des comics entiers. Il lui fait un script, il te fait un comics entier, mise en page et tout.
C'est impressionnant, des environnements entiers. Il peut refaire des points de vue, changer la lumière, le style, voilà. Bon, c'est Nano Banana, mais avec tout plus. Plus de résolution, plus de précision, plus de contrôle. Tu peux envoyer plus de références aussi, hein. C'est le truc de l'image d'ailleurs qui illustre l'épisode, hein. Tu peux envoyer 14 images de créatures débiles, mais mignonnes, différentes, hein. Tu lui demandes de les mettre sur un canapé en train de regarder la télé, ben voilà, tu as tes 14 créatures et la chèvre et voilà, il y a pas de souci. Ou c'est un mouton peut-être, enfin bref. L'intelligence et les connaissances de Gemini 3 sont parfois impressionnantes, hein. Tu lui donnes un diagramme de connexion avec un Arduino, un moteur et un bouton, tout ça en vectoriel et puis, il te fait une photo qui se ressemble à s'y méprendre à l'appareil. Il va même écrire la bonne référence sur le moteur. Bon, voilà, c'est vraiment impressionnant, d'autant que, bon, voilà, là, tu te dis déjà avec Nano Banana, c'est un petit peu ça, mais là, tu te dis, il y a tellement de, voilà, de maîtrise, de qualité qu'on se doute pas. C'est juste inévitable que les pros, autant que le grand public, utilisent ce genre de technologie, quoi. Donc d'ailleurs, le modèle est tellement bon qu'il repousse encore les limites de ce qu'on peut faire en termes d'infox aussi, hein, parce qu'il y a de théorie du complot. Parce que tu demandes une maison blanche en flammes, il te la fait plus vraie que nature. Tu demandes un nouveau tireur pour l'assassinat de JFK, il te le fait, il n'y a pas de problème. Et même, il comprend l'époque. Il introduit des éléments qui sont cohérents avec l'époque, le style de la photo, les vêtements, tout, quoi. Bon, voilà, c'est dur de se prémunir complètement des usages qui pourraient, comme ça, quoi, hein, un petit peu maléfiques qui pourraient, ouais, enfin, qui pourraient arriver avec Nano Banana. Mais bon, au moins, il sait reconnaître des images générées par IA, enfin, en tout cas, générées par lui-même ou par Google, en fait, par d'autres modèles de Google. Parce qu'on peut lui demander explicitement si une image a été générée par lui ou un de ses prédécesseurs qui utilise SynthID. Est-ce qu'il comprend SynthID, donc il va vous le dire, ou qui est conforme aussi au standard C2PA. Donc, dans certains cas, vous envoyez une image à Nano Banana, il pourra vous dire si oui ou non c'est une image voilà, synthétique. Bon, il peut aussi générer tout un tas de personnages sous copyright, d'ailleurs. Profitez-en pendant que ça dure. Ça a l'air d'être assez habituel maintenant. Les modèles, ils aiment bien pendant les premiers jours et premières semaines se contrefoutre un petit peu de la propriété intellectuelle pour qu'on en abuse et puis assez vite ils le verrouillent. J'arrive à me demander vraiment de quelle manière est-ce que c'est pas vraiment conscientisé de leur part. Et il y a aussi un autre truc qui m'interpelle, c'est qu'il y a de ça encore quelques mois, je sais pas si tu te rappelles Guillaume, mais quand il y avait des nouveaux modèles un peu marquants, vraiment il était question de on a géré l'aspect sécurité. Maintenant, c'est un peu balèque, hein. Enfin, j'ai pas été lire les documents de recherche et de publication, mais j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui est beaucoup mis en avant. Sur la system card de Gemini 3, il en est fait mention et c'est un peu D'accord. meilleur, mais bon, après, ça reste voilà, Mm. imparfait. Vendredi matin, je me suis amusé durant mon live que je fais. Alors, je vous invite à me suivre évidemment sur Twitch chaque vendredi matin, 10h à midi. Je me suis amusé un petit peu à générer des choses avec Nano Banana, et enfin avec cette nouvelle version. Et alors, je me suis amusé notamment à faire, parce que j'en avais vu passer, donc évidemment, je voulais faire la mienne pour vérifier si ça fonctionnait, des infographies chronologiques de trucs un peu chiadés, un peu tordus, genre des infographies de la chronologie de Retour vers le futur ou de la trilogie de Star Wars. Et tu sais, il y a quand même des éléments qui nécessitent d'être un peu précis, quoi, d'être un petit peu cohérent, surtout évidemment sur le plan du texte. Il s'en sort remarquablement bien. Il y a aussi des viewers, des membres de la communauté qui se sont amusés à faire des storyboards et des infographies à la mode Astérix. Donc là, vous pouvez les retrouver sur Discord. D'ailleurs, c'est assez dingue. Il y a un truc, Guillaume, quand même, hein, que ces IA arrivent toujours pas à bien faire, sauf erreur de ma part, hein. Mais c'est les démonstrations visuelles du théorème de Pythagore. Ça, c'est toujours pas bon, hein. C'est toujours assez approximatif. Ça avance par contre, mais ça reste assez approximatif. Ça devient en tout cas une section récurrente dans Tech Café. La bulle de l'IA grossit semaine après semaine avec Google qui annonce quelque chose d'assez dingue. En fait, ils disent qu'ils doivent tout simplement doubler leur capacité en permanence tous les 6 mois pour répondre à la demande de l'IA. Il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans, Guillaume? Ouais, et puis après, voilà, évidemment, un modèle qui fait 3 téraoctets, tu le Ah. sers à très très grande échelle, à potentiellement des centaines de millions de personnes, ça va demander un petit peu de puissance machine, quoi, tu vois. Et Google s'y prépare, hein. Mais c'est vrai que c'est vertigineux. L'objectif, c'est de doubler tous les 6 mois, donc ça fait 4 fois par an. Donc, oui, bah oui, donc 4 fois par an, tu quadruples chaque année, donc ça fait 1000 fois tous les 5 ans. Donc dans 5 ans, il devrait avoir 1000 fois 3 plus fois par de. an, non? Enfin bon, peu Ben non, importe.
Et si Non, c'est non, une mais fois il tous les double tous 6 les 6 mois? mois. Non. Donc il double et il double, donc c'est Ah plutôt oui, pas oui, mal. ah oui, oui, bah oui, bien sûr. Oui, non, pardon, bien sûr, oui. Oh là là, oui, je l'avais pas vu Et comme donc ça. bon, la cerise sur le gâteau, c'est que si on croit Amin Vadat, qui est vice-président de Google Cloud, ils veulent faire ça sur essentiellement le même prix et la même enveloppe énergétique. Donc ça sera pas facile, hein, Il y a un il problème. le reconnaît, hein, tu m'étonnes. Mais il pense que c'est possible via le co-design et la collaboration. Et il rappelle que le dernier TPU, donc le V7 là, il est 30 fois plus efficace que le premier. Bon, c'est vrai, mais enfin le premier il est sorti il y a 7 ans, hein, donc 30 fois en 7 ans, c'est bien, mais c'est un petit peu moins impressionnant que 1000 fois en 5 ans, il me semble. Mais bon, effectivement, c'est une démonstration de à quel point Google compte sur vraiment son intégration verticale pour, aller vraiment très loin, très vite, très fort et ce qui va être très difficile aussi pour la concurrence, quoi. Google a un avantage net avec ses TPU, hein, c'est ses propres puces. Donc ça veut dire il a aussi ses propres serveurs, sa propre logiciel, il a tout, hein, lui, hein, c'est un business énorme aussi, hein. Il est bien établi, il est très rentable, Google. Et puis si Nvidia n'arrive pas à fournir, il s'en fout. Cela dit, bon, il peut pas les fabriquer lui-même, ces TPU, hein, donc il faut quand même qu'il fasse appel à TSMC, ou Samsung. Mais bon, oui, quand même, il a un Google est déjà énorme et manifestement, il entend grossir énormément et OpenAI, lui, il veut devenir Google, hein, de toute façon. C'est pour ça que tout le monde est dans la course à l'échalote aussi, hein. Clairement, le secteur est un petit peu en surchauffe et Sundar Pichai lui-même l'admet. Ça, c'est vrai que c'est quand même, étonnant. Dans une interview à la BBC, il a alarmé sur l'irrationalité du marché de l'IA. Il est bien placé pour le savoir, hein, Mmh. Alphabet a doublé de valeur en 7 mois. Donc c'est pas aussi rapide que Nvidia, mais c'est quand même vraiment très rapide. Mmh. Et il dit qu'on est dans un moment extraordinaire dans lequel l'industrie peut, disons, tendre à l'excès. Et il fait le parallèle, qu'on a fait au début voilà, avec la bulle de la fin des années 90, quoi. Et d'ailleurs, il dit qu'aucune boîte ne s'en sortira sans y laisser des plumes, mais qu'Alphabet est la mieux armée pour s'en sortir le moins mal et se consolider pour la suite. Donc Pichai, il est très enthousiaste, hein, vis-à-vis de cette tech-là, hein, tout en reconnaissant qu'il y a une bulle financière. Et encore cette semaine, d'ailleurs, Microsoft et Nvidia annonçaient leur intention d'injecter respectivement 5 et 10 milliards dans Anthropic pour mettre Claude dans les services à Microsoft, hein, et conjointement, Anthropic s'engage à utiliser pour 30 milliards de services Azure. Donc, Anthropic paye Microsoft qui paye Anthropic pour utiliser des puces Nvidia que Nvidia paye pour qu'il l'utilise. Apparemment, ça c'est bon. Voilà, on est toujours dans cette ambiance bizarre, Ça me hein. paraît toujours un peu consanguin, Voilà, cette alors histoire. que Sundar Pichai lui-même nous conseille de ne pas croire aveuglément tout ce que disent les outils IA, hein. En fait, selon le PDG de Hugging Face, comme on disait, c'est vraiment beaucoup les LLM, hein, qui sont Mmh. dans ce truc-là, parce que finalement, voilà, c'est bien OpenAI, Microsoft, Anthropic qui attirent beaucoup, beaucoup d'attention, peut-être une attention démesurée. Mais on rappelle que voilà, l'IA, c'est énormément plus que ça, et c'est aussi même beaucoup plus que la génération de photos, de vidéos et de musique, hein. C'est des quantités d'autres trucs qui révolutionnent aussi la parole, la traduction, mais aussi des trucs d'ingénierie en détection, en analyse des signaux, et puis en science, hein, dans les simulations physiques. Voilà, c'est vraiment très, très important, quoi. Alors tu le disais, il y a une entreprise qui est au centre de toutes les attentions quand on mesure ce qui se passe avec la bulle de l'IA, c'est Nvidia qui fournit une bonne part des ressources matérielles graphiques dans l'industrie et dans ce domaine. Ils sont connus, vous le savez, pour leurs cartes graphiques. Et la semaine dernière, le patron d'Nvidia, donc Jensen Huang, a écarté l'idée d'une bulle de l'IA en disant que l'IA se propage dans toutes les industries, entrant dans, je cite, un cercle vertueux. Et ben pourtant, c'est marrant, mais j'ai l'impression que la réaction des marchés le lendemain, elle n'était pas vertueuse, elle, Guillaume. Non, mais en attendant, en tout cas, Nvidia ne ralentit pas. Il vend plus de puces que jamais, c'est même effrayant puisqu'il a eu 57 milliards de bénéfices au troisième trimestre. C'est 66 de plus, et dans le secteur des data centers par rapport à l'an dernier, c'est encore, je crois que c'est 50, c'est plus de 50 de plus. Enfin, c'est vraiment ça n'arrête pas. Donc la bulle, lui, pour l'instant, il voit pas, hein, c'est sûr. Mhm. Il table sur 65 milliards de rentrées pour le trimestre prochain, hein. Blackwell se vend comme des petits pains, des petits pains au chocolat un dimanche de vide-grenier, tu vois? Des Et chocolatines puis, même. il a pas, il y en a même pas assez pour tout le monde. Donc, c'est même le modèle le plus cher qui se vend le mieux. Donc tout va bien, et même le segment gaming est en hausse pour l'instant, hein. Les RTX 5000 se vendent donc aussi très bien, dépit d'un accueil critique qui a été assez mitigé. Malgré tout, Wang reste prudent sur le méga deal qu'ils ont avec OpenAI, puisque c'est 100 milliards de dollars de collaboration qui pourraient aboutir ou pas. Nvidia est parfaitement conscient qu'OpenAI doit trouver de l'argent avant de le lui donner, hein, évidemment, C'est mieux. et ils attendent donc qu'ils aient sécurisé suffisamment de liquide avant de commencer à construire. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour d'OpenAI, hein, c'est assez colossal. Ça reste un pari pris aussi avec Oracle, qui commence à avoir des petits soucis. Alors justement, tu nous parles d'Oracle, on complète un petit peu ce suivi économique avec de l'IA, avec Oracle, justement, ouais. Oui, on va parler de deux cas qui sont vraiment intéressants dans ce truc-là, je trouve. C'est
Donc Oracle, donc l'action Oracle a perdu 30% en un mois. Donc Oracle est pourtant au centre du projet Stargate avec OpenAI, donc il devrait être à fond, hein. C'est vraiment une des stars finalement de toute cette histoire. Stargate, un des méga projets les plus connus et les plus ambitieux, hein, avec Hyperio, je pense. Or, on avait déjà évoqué qu'Oracle, c'est une boîte très endettée. Et là, le prix de sa dette a baissé de 6% depuis la mi-septembre. C'est les chiffres les moins bons dans le panel des grosses boîtes qui sont elles aussi à fond dans l'IA, hein, puisque l'action de Meta a aussi baissé d'ailleurs, mais elle baisse d'environ 14 à 15%. Donc Oracle a tout parié sur OpenAI, en fait, pour ainsi dire tout. Et sur le papier, ça devrait lui rapporter 300 milliards de dollars entre 2027 et 2032. Rien que ça. Le souci, c'est que la demande réelle et la rentabilité réelle de l'IA pour le grand public restent à déterminer. Mm. Et que la boîte qui doit lui rapporter tout cet argent, c'est quand même une boîte qui roule à perte sur du capital risque. En plus, Oracle a déjà 96 milliards de dettes à long terme, désormais, hein, soit 20 milliards de plus que l'an dernier. Et c'est une dette qui pourrait s'envoler à 290 milliards d'ici 3 ans. Ça fait Ça, c'est beaucoup selon quand même Morgan comme dette, Stanley. hein. Ça fait... C'est pas mal. C'est à Et l'échelle donc, d'un État quand même au bout d'un moment. ah bah ouf, on va y arriver. Oracle a vendu encore pour 18 milliards d'obligations en septembre. Et il pourrait emprunter 38 milliards auprès de diverses banques encore dans un futur proche. Un prêt qui lui coûtera d'ailleurs plus cher, puisque Barclays vient de downgrader sa dette. Il y a Moody's et SCP Global qu'il faut aussi remarquer qu'Oracle n'a qu'un petit nombre de clients et qu'un tiers de ses revenus viendront d'OpenAI en 2028, qui je rappelle est une start-up globalement, hein. Donc il y a une certaine pression, on va dire. Parmi les hyperscalers, Oracle est de loin le plus fragile, puisqu'il a un rapport dette sur capitaux propres de 500%. Le cas Oracle est inquiétant, clairement, hein, on vient de le voir, mais c'est quand même de loin le cas CoreWeave le plus fabuleux. Alors je ne sais pas si vous avez déjà Moi, entendu je parler de l'avais pas du tout CoreWeave. suivi, hein. Enfin, j'ai vu dans la veille, mais j'avais pas du tout suivi quand même. Je sais pas. Bah, CoreWeave, c'est un prestataire cloud, c'est ce qu'on appelle un néo-cloud. Donc un prestataire cloud, mais qui est nouveau, quoi, c'est un néo-cloud. Donc il y a peu, c'est une boîte qui faisait son blé en minant de la crypto-monnaie. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils feraient plus de blé en louant les GPU directement qu'en faisant de la crypto-monnaie. Le souci, c'est que, il en faut beaucoup des GPU et de plus en plus. Et à première vue, CoreWeave a un bon business parce qu'ils vendent du calcul. Bon, ils vendent de la Mhm. puissance de calcul. Qu'est-ce qu'il y a de plus recherché aujourd'hui que la puissance de calcul, quoi, hein? Les détails de sa comptabilité sont par contre très troublants. CoreWeave a un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars ce trimestre, donc c'est quand même pas dégueu. Et ses clients, c'est Microsoft, OpenAI, Meta, voilà, ça fait beau, quoi, hein. En plus, il est rentré en bourse en mars. Bon, ça c'est quand même, voilà, ça veut dire apparemment c'est un succès, ça a été un succès Mhm. d'ailleurs. Sauf que les cadres de la boîte viennent de liquider un énorme paquet d'actions, ce qui Oula, est un petit oula. peu bizarre pour une entreprise qui est quand même à la pointe du Oui. secteur le plus chaud de Hmm. la tech en ce moment, tu vois. Alors, premièrement, le business model de CoreWeave, disons qu'il interroge un peu parce que Microsoft est donc client de CoreWeave et c'est 70% des revenus de CoreWeave. C'est La quand même un vache, petit la peu inquiétant. dépendance, ok. Mhm. Voilà, quand on sait que Microsoft est lui-même en train de construire ses propres data centers avec ses propres puces et que d'ici 2 3 ans, il pourra se passer totalement de lui, en fait. Pareil pour Meta, d'ailleurs, qui aussi construit son data center Hyperion et qui Mhm. pourra se passer de lui. OpenAI, on n'en parle pas, hein, évidemment. Donc CoreWeave, c'est donc un bouche-trou pour ses futurs concurrents. Business qui n'a pas l'air méga durable. Or, CoreWeave, évidemment, est massivement endetté, sinon c'est pas drôle. Il a même innové sur ce plan, hein, puisqu'il devait faire d'énormes prêts et qu'il n'avait rien d'autre en propre que ses GPU. Donc il a utilisé ses GPU comme garantie pour faire un prêt pour acheter d'autres GPU. Ça, c'est quand même innovant, C'est génial. parce que du coup, tu peux le faire plusieurs fois. Ouais. Ah bah, et Donc, comment c'est ça ce a qu'il pas un fait, nom hein. ça en banque ces mouvements-là, je me rappelle Ah plus. bah Ouais. toi, vu ton ex-métier, ça, tu vas J'ai tu j'ai vas eu des bien. formations de conformité qui étaient sur des mouvements similaires sans les cartes graphiques, mais ça ressemblait beaucoup quand même. Ah, écoute, oui, ils ont emprunté 2,3 milliards de dollars le premier prêt à 15%, un taux d'intérêt de 15%, et 7,5 pour le deuxième, un taux d'intérêt de 10%, et un troisième, et voilà, je crois qu'ils ont eu 9% pour le troisième, c'est des Oui. taux d'intérêt variables. Ah oui, Ça aussi, c'est très sympathique. qui baisse. D'après ses propres résultats trimestriels, CoreWeave a gagné 50,9 millions de bénéfices nets ce trimestre et donc Mhm. payé 310 millions d'intérêts. Ouais, le détail est très compliqué, parce que en fait, la dette est complexe, la dette de Henry est extrêmement compliquée, mais bon, à la fin de l'année, il aura 3 milliards de dettes supplémentaires, donc ça fait 14 milliards. Bon, alors si vous avez des frissons dans le dos, c'est bien, mais c'est pas fini. Je vous rappelle que la quasi-totalité des revenus de CoreWeave repose sur des contrats qui auront sans doute disparu dans 3 à 5 ans. Ouais. Ouais. CoreWeave, c'est essentiellement un prestataire qui encaisse en fait ce qui est le plus cher, hein, c'est-à-dire acheter des GPU qui deviennent très vite obsolètes et construire des data centers qu'il va louer à des tarifs qui sont forcément assez chers du coup. Il est obligé, hein, pour se faire une marge. Donc il est modérément compétitif.
CoreWeave peut-il courir plus vite que sa propre dette? Ben oui, s'il faut continuer à construire toujours plus de data centers pour toujours plus de demandes d'IA et que ça ne finit jamais. Voilà. Ce qui est pas gagné. Mmh. Donc c'est un business model étrange, mais qui arrange bien au moins un acteur, et c'est là que c'est rigolo, NVIDIA. Parce que CoreWeave a des GPU NVIDIA, il les achète à NVIDIA, qui a lui-même pour 4 milliards d'actions de la boîte. Et c'est même uniquement grâce à NVIDIA qu'ils ont pu rentrer en bourse. Et NVIDIA d'ailleurs a promis d'acheter toute la capacité en plus que CoreWeave n'arrive pas à vendre. En fait, CoreWeave, il est très très utile à NVIDIA. C'est même un véhicule pour lui. Puisque NVIDIA peut investir dans une boîte qui achète ses propres puces avec Oui, de l'argent qu'il emprunte à d'autres. c'est vrai. Donc ça lui rapporte cet argent, hein, et ça crée de la demande pour ses produits. Mmh, Et ça permet de les vendre plus cher donc à Microsoft ou Amazon, tout en tentant de les dissuader de créer leurs propres puces. mmh. Et c'est pas le seul en fait, c'est pas le seul néocloud. NVIDIA a investi dans plusieurs autres néoclouds comme ça. Il a investi dans Lambda, dans Crusoe, qui ont eux aussi emprunté pour acheter des puces NVIDIA. Donc en fait, aucun néocloud ne pourrait exister sans NVIDIA. Et aucun néocloud n'est vraiment rentable. Et ils sont tous des véhicules, des instruments qui sont très précieux pour NVIDIA, qui lui par contre se noie sous le cash, littéralement. Mmh. Tout ça n'est pas illégal, hein, mais Mmh. comment dire, tout ça n'est pas forcément extrêmement sain. Mmh. C'est quand même curieux ces mouvements. Effectivement, là encore une fois, hein, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un peu consanguin dans ces rapports d'entreprise et vous comprenez un petit peu la direction, vers laquelle on s'en va. Et puis, pour terminer un petit peu cette rubrique, on va terminer avec un tout autre indicateur, quoique pas si différent que ça, mais qui peut inquiéter aussi sur le plan économique, c'est l'utilisation régulière et croissante du acheter maintenant et payer plus tard des crédits qui pourraient, eux aussi nous exploser, à la figure à l'avenir, c'est ça? Bah, puisqu'on parle de dette et d'économie, j'en profite pour glisser quelques infos que je trouve intéressantes et qui sont pas super encourageantes, hein, pour l'économie américaine, hein. C'est un peu dur d'être optimiste. Alors, déjà, c'est vrai, on le sait, hein, tout le monde en parle, hein, l'économie américaine est en train de ralentir et elle est tenue par les valeurs technologiques, qui sont elles-mêmes tenues par les investissements, disons, plus ou moins raisonnables sur l'IA. Quand la bulle éclatera, elle aura sans doute un effet domino sur toute l'économie, en fait. Mmh. Ça, tout le monde l'anticipe plus ou moins d'ailleurs, hein, enfin, c'est à peu près acté. Mais il y a un autre signal alarmant qui est lui totalement invisible, c'est la dette des ménages via les prêts à la consommation et éventuellement plus tard aussi la dette des business. Le truc, acheter maintenant, payer plus tard, c'est un truc qui est cool, hein, tout le monde le connaît, hein, évidemment, hein, c'est des services qui sont offerts par plein de boîtes de finances et qui ont un truc particulier là-dessus, en tout cas aux États-Unis, c'est qu'elles ont pas à être transparentes dessus. C'est-à-dire que ces prêts à la consommation sont pas reportés au bureau des crédits américains. Donc c'est une dette fantôme, donc dont on a que finalement enfin sur laquelle on a assez peu d'informations. Mais on a quand même quelques chiffres et on a le témoignage d'un vieux routier qui s'appelle Nigel Morris, qui est fondateur de Capital One et qui a parlé au Web Summit de Lisbonne et qui a dit: «Ouais, c'est clair qu'il y a énormément de gens qui ont des soucis». Aux États-Unis, effectivement, il y a 91,5 millions d'Américains qui utilisent ces crédits à la consommation et il se trouve que c'est de moins en moins pour acheter des AirPods et de plus en plus pour acheter de la bouffe. 25 des gens en utilisent pour acheter des produits de base. C'est alarmant, mais c'est pas tout. En fait, le nombre de défauts de paiement ne cesse de se multiplier. Il y a 42 des clients qui ont eu au moins un défaut, enfin un retard cette année. Il y en avait 39 l'an dernier, il y en avait 34 l'année d'avant. Et comme c'est pas écrit au registre des crédits, les gens peuvent en souscrire plusieurs, en fait, des prêts à la consommation. Mmh. Ils peuvent en avoir plein. 63 des clients auraient plusieurs prêts et 33 auraient plusieurs prêts à la consommation. Les profils des emprunteurs se dégradent aussi. Il n'est pas absurde de penser qu'une bonne partie de cette dette, qui représente plusieurs centaines de milliards de dollars quand même, hein, ne sera jamais remboursée. Or, ces prêts, bah, il y a plein de gens qui en proposent, hein, et PayPal par exemple, ou Klarna par exemple, peut-être Stripe aussi. Et ça se répand toujours plus et ça du coup, ça se répand vers les commerçants. C'est mais parce que le but, c'est que le nouveau débouché, c'est les commerçants, en fait, c'est tous les business, les petits business. Et en moyenne, on a remarqué que c'était même très rentable, en fait, puisque les business dépensent 40 de plus quand ils peuvent utiliser ce genre ce genre voilà, de facilité de paiement, on va dire, de crédit, quoi. Et puis bon, bah, ce qui est super évidemment pour ceux qui émettent ces crédits, c'est que bah, le B2B, c'est un marché qui est beaucoup plus gros que celui des particuliers. Il représenterait 4 900 milliards de dollars. Or, cette dette, évidemment, elle s'achète et elle se vend parce que, bien sûr, Elliott Advisor a acheté 39 milliards de dettes à Klarna l'an dernier. Et donc, on se retrouve avec des paquets de dettes.
des petits paquets comme ça, tu vois, des produits dérivés quoi, qui sont sur des dettes, donc des petits paquets de dettes dans laquelle la dette, on ne sait pas trop quelle qualité elle a, mais manifestement la qualité est de plus en plus faible et donc ces dettes-là sont packagées, repackagées, revendues, rachetées, ce qui rappelle des choses, on va dire. Mmh. Voilà, ce qui rappelle des choses qui se sont passées il y a, voilà, il y a quoi? Il y a 12 il y a je sais pas, non combien? Bah, La la 17 ans? ouais, la crise des subprimes? Ah bah, oui quand même un petit peu, C'était oui, j'ai plus la date en tête, mais oui, oui, c'est effectivement. 2008. 2008. Ça ressemble quand même effectivement énormément à un climat qui pourrait, là encore, exploser et avoir, des conséquences vraiment dans tous les domaines. Ça va prendre un peu plus de temps, parce que c'est pas c'est ça, c'est voilà, il y a quand même pas mal d'inertie, mais c'est un truc aussi à garder à l'esprit. C'est-à-dire que quand tout va se concrétiser, éclater et va être mis au grand jour, je pense que quand même, il risque d'y avoir un effet domino assez rapide quand même. Mais bon, écoute, on suivra un petit peu ce qui se passera. Je ne doute pas une seule seconde qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, il y a une chose que vous devriez payer maintenant et qui ne fait pas l'objet d'un crédit et pour lequel il est nécessaire de vous impliquer dès maintenant, c'est le financement de Tech Café. C'est notre salaire pour vous apporter ce podcast. Ça fonctionne avec le site Patreon, patreon.com/techcafé. Et c'est un modèle que, bah, pour le coup, je trouve évidemment très très élégant. Vous contribuez avec un abonnement payant au financement des épisodes que vous écoutez et vous accédez en échange à un espace personnel pour avoir quelques informations privilégiées et surtout profiter d'un accès privé au podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Et en fait, il y a des personnes en permanence qui arrêtent leur abonnement et la raison pour laquelle ils quittent, bah, c'est tout simplement parce que les abonnements, ils sont sans engagement et que chacun est bien libre de réarbitrer ses dépenses mensuelles quand il le souhaite. Mais évidemment, comme il y a des gens qui partent, eh ben, c'est hyper important que toutes les personnes qui envisagent de soutenir Tech Café le fassent. Et puis, donc, si vous aviez besoin d'arguments supplémentaires, je vous l'ai dit en introduction de cet épisode, vous avez jusqu'à vendredi, au moment où sort cet épisode, jusqu'à vendredi soir, une offre Black Friday avec un premier abonnement mensuel à Patreon qui est à 80% de réduction, y compris les plus gros paliers, hein. Donc, si éventuellement vous voulez commencer par un très gros palier et redescendre juste après, vous pouvez. Et puis, si vous souhaitez vous engager sur un an, vous pouvez aussi bénéficier de 10% supplémentaires sur le prix habituel des abonnements annuels. Donc voilà, je sais ce que c'est, hein, de toute façon, on est habitué. Vous écoutez l'épisode pendant que vous êtes dans les transports, pendant que vous êtes au travail, pendant que vous êtes allé faire du sport. Bah, vous allez, une fois de plus, comme moi, ça peut m'arriver si souvent, oublier de vous inscrire à quelque chose parce que vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Et pourtant, vous êtes absolument convaincu de pouvoir le faire. Alors, pas de souci, je vais m'immiscer dans votre cerveau et dans votre futur. Vous y penserez ce soir quand vous rentrerez chez vous, quand vous mettrez vos chaussons, parce que quand on met ses chaussons, on pense à Patreon, patreon.com/techcafé. Vous vous en doutez, hein, c'est plus important que jamais de financer des initiatives qui ont allez, du sens, de la valeur et vous assurer que ça reste longtemps disponible. En fait, ça ne dépend tout simplement que de vous sur patreon.com/techcafé. On continue avec l'autre grosse info de la semaine, c'est Microsoft. Microsoft qui a fait des annonces à l'occasion de son événement annuel Ignite 2025. Et bon, il y a eu des nouveaux processeurs, mais surtout, Guillaume, la première chose que j'ai vue de cette conférence, c'est un montage. Tu sais, ça arrive maintenant fréquemment pour les grandes annonces tech qui sont faites en vidéo. Il y a des montages de quelques minutes. Moi, j'ai pris un montage en 5 minutes au début. Ah, je voulais aller droit à l'essentiel. Et en fait, je suis tombé sur un montage où ils n'ont sélectionné que les mots AI, Copilot ou les sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et c'était dingue, ça faisait AI, Copilot, AI. Ce n'est que ça, c'était une véritable mitraillette. Rassure-moi, Guillaume, il n'y avait pas que ça. Si, bah, non, ça me que ça. Non, mais sans déconner, bah, non, mais ouais, c'était Microsoft Ignite la semaine dernière et bon, disons que l'accueil médiatique a paru un petit peu mitigé, et donc oui, désolé, il était encore question pratiquement que d'IA et d'agents et c'est vrai qu'on n'en pouvait plus. Microsoft a annoncé aussi donc quand même une nouveau CPU, le deuxième édition de son CPU à lui, le Cobalt 200, qui est 50% plus rapide que le Cobalt 100. Il est gravé en 3 nanomètres avec tout plus, quoi. Plus de cache, plus de mémoire plus rapide. 12 canaux DDR100 quand même, 132 cœurs ARM Neoverse V3, c'est du costaud, hein, donc c'est vrai, ça va vite, hein, parce qu'on n'a pas de patience dans l'Azure. Et bon, le devant de la scène, malheureusement, c'était pas le matos, hein, c'était voilà, les agents. Dans une interview récente, Satya Nadella réaffirmait que Microsoft voulait devenir une usine IA.
une sorte de pôle emploi pour IA, quoi. Vous venez, vous choisissez votre agent, il bosse pour vous, voilà, tout ça c'est propulsé par les serveurs Azure et vous êtes content, hein, parce que vous pouvez virer des gens. Puis Azure est content parce que voilà, Azure est content évidemment de vous vendre des produits, donc tout le monde est content. Tout le monde? Oui, oui, tout le monde et donc voici Agent 365 parce que c'est tout H365, hein, chez Ouais. Microsoft. C'est un centre de contrôle pour les agents, politique et accès, monitoring, base de connaissances qui s'appelle WorkIQ. Voilà, c'est vos futurs employés, quoi, hein, mais des employés sans grève, sans arrêt maladie, sans pot de départ et sans enveloppe à remplir. Oh là là, c'est chiant. Donc, le rêve, quoi. WorkIQ, c'est déjà installé au sein de Copilot de Microsoft 365. Il y a aussi Fabric IQ, Foundry IQ et plein de trucs en Q. J'ai pas tout compris d'ailleurs, mais bon, voilà, il y a un gros qui a IQ. Enfin, ils ont des gros IQ, quoi. Et ils utilisent tous MCP d'ailleurs, c'est devenu un standard de fait, tout ça. Et donc, je souhaite bon courage au DSI, hein, qui vont implémenter tout ça de manière fructueuse, tout en gardant la main sur la sécurité, bien sûr, avec cette nouvelle fourmilière d'agents comme ça. Mais bon, plus près de nous, nous aussi, enfin, je veux dire, personne n'est épargné, c'est ça qui est fabuleux. Ça, c'est pour les pros. Non, c'est pour nous aussi, on s'en prend plein la gueule. Regardez, les bons vieux Word, Excel et compagnie deviennent aussi des agents, c'est une maladie. Vous pouvez demander à Word ou Excel de faire des tâches complexes tout seul, sur des documents qui existent déjà, comme, voilà, je suppose, refaire des mises en page, traduire des trucs, créer des graphiques à partir de données, tout type de tâches répétitives. Et en gros, Excel et Word et PowerPoint aussi, ils vont s'utiliser eux-mêmes pour faire ce que vous voulez. Voilà, c'est utilisable via Copilot en mode chat. Et d'ailleurs, ce mode de fonctionnement arrive sur Windows lui-même, hein. Windows pourra s'utiliser tout seul pour faire des tâches pour vous, quoi. Voilà, c'est une sorte de computer use, comme on l'a vu d'ailleurs, on en a vu des exemples, hein, plus ou moins probants, il faut dire, chez Anthropic ou OpenAI. Ben là, c'est intégré au système. Alors, c'est expérimental pour le moment, c'est pas encore pour tout le monde. A priori, tu peux lui demander un peu ce que tu veux, de faire des recherches, des tâches répétitives, des trucs chiants qui seront faits donc du coup en arrière-plan, pendant que toi, tu peux faire autre chose. Mmh. Il s'agit d'une sorte de sandbox a priori, donc il va faire une sorte de... Il est dans son environnement et puis il peut accéder à tes fichiers que si tu lui donnes l'autorisation, etc. Alors bien sûr, comme avec Atlas ou Comet, laisser votre ordinateur se faire utiliser par l'IA de Windows n'est pas sans risque, hein. Le premier étant que l'IA en question fasse une grosse connerie, bien entendu. Le deuxième est qu'elle soit amenée à faire une grosse connerie, mais par une injection de prompt malicieuse qui est proposée ici ou là, hein, sur le chemin. De nouveaux risques donc que Microsoft écarte tout simplement en écrivant en gros attention ça peut couiller. Voilà, sur un panneau il y a marqué attention ça peut couiller et puis c'est à peu près ça. Voilà, il se couvre quoi, puis bah, après tu fais confiance à Monsieur l'agent. Globalement, au moins à propos de Windows, je sais pas pour les trucs pro, j'avoue, je sais pas trop, mais bon, c'est vrai que pour les trucs Windows, les réactions ont été vraiment mitigées, voire carrément hostiles. Et ça a énormément surpris Mustapha Suleiman, le boss de l'IA chez Microsoft, qui comprennent pas qu'on comprenne pas à quel point c'est génial. Et moi, perso, je comprends, parce que j'ai rien demandé en fait. Ouais, parce qu'en fait, on nous laisse, entendre que, bah, concrètement, ce sera pas désactivable du tout, si je comprends bien Guillaume. Ça va être, Non, bah, tu pourras ne pas l'utiliser si tu veux, faut pas exagérer, hein, ouais. mais bon, je sais pas si tu pourras désinstaller. Je suis pas sûr que tu puisses désinstaller Copilot, quoi, mais voilà. Windows a 40 ans et je crois qu'il nous fait une petite crise de la quarantaine. Windows 11 qui lorne donc sur les agents les plus sexy de la tech et donc qui va en mettre partout ce petit cochon. Bon, mais donc Windows 11, Guillaume. Oui, oui, enfin, vraiment en crise de la quarantaine, effectivement, hein, Windows 11, Windows 11 est un fiasco, hein, j'ose le dire. C'est un système qui a provoqué une obsolescence programmée honteuse, voilà, ça on l'a dit plein de fois, mais qui a surtout apporte rien de concret vraiment par rapport à Windows 10, et qui est même sorti avec moins de fonctions que son prédécesseur, qui est plus lourd, et qui se permet aujourd'hui encore d'être perclus de bugs. Et il y en a des nouveaux à chaque mise à jour. La dernière ralentissait les jeux avec les cartes Nvidia, le constructeur a dû publier un patch en catastrophe, limite un demi-insultant Microsoft d'ailleurs. Et pour couronner le tout, Microsoft est de plus en plus lourd avec ses comptes obligatoires, Sonia qui fout partout alors qu'on n'a rien demandé, alors que la base n'est pas assurée. Et je peux prendre mon cas précis en fait. Je vous dis, Ah, Mustapha Suleiman, il ne comprend pas qu'on ne soit pas enthousiaste. Mais je vais peut-être qu'il t'expliquer, n'utilise Mustapha. pas Windows, peut-être. T'expliquer, Mustapha. Ouais, Je prends mon cas précis, hein. Moi, je comprends. Ouais. Sur Windows 11, l'explorateur marche mal. ah, L'explorateur de fichiers. C'est un comble quand même, non? c'est pas bien drôle. Des fois, il se met pas à jour quand il y a un nouveau fichier qui est téléchargé. Quand on change le nom, ça peut laguer parfois. Il y a des fois, ça plante. La barre des tâches aussi, les réglages. Parfois, ça couille. Et ça date de cet été. Et Microsoft l'a finalement admis. Apparemment, depuis le patch de juillet, il y a un souci avec XAML. Ils y travaillent et en attendant, il y a un script PowerShell pour contourner le problème. Oh, Mais ah attends, oui. t'es sérieux là? Il y a une bidouille juste pour que l'explorateur marche normalement Mm, et après tu veux nous foutre des IA partout? Mais fais le boulot de base bien déjà, quelle mm. crédibilité tu as? Et de toute façon, est-ce qu'on veut un OS qui fait le café? Ben non, on veut un OS, qui fait son boulot, c'est-à-dire qui permette au mieux aux autres logiciels de s'exécuter. Et en fait, moi Windows 7 ça me suffisait, hein, de base.
Et puis bon, si on parle des fonctions IA de Windows 11, bah, il y a un journaliste de The Verge qui les a testées. C'est drôle ça. Et c'est nul. Voilà, il a essayé de refaire ce qu'on voit dans la pub télé, parce qu'en plus, oui, Microsoft, il fait des pubs à la télé pour montrer que tu peux parler à ton PC, que ton Mmh. PC, c'est ton nouveau pote. Mmh. Et bah, le journaliste, il a failli le passer par la fenêtre, son PC auquel il peut parler, parce qu'il comprend pas, en fait, son PC. Il raconte soit n'importe quoi, soit il dit des platitudes, et en plus, il est très long. Que ce soit pour reconnaître un casque dans une vidéo YouTube et l'acheter, pour faire un calcul physique et pour reconnaître un endroit et organiser un voyage là-bas, pour aider à trouver un réglage dans Lightroom pour jouer à Hollow Knight, Copilot a soit échoué à tout, soit donné des conseils inutiles ou génériques. Bon, la technologie, elle est pas cuite. Et c'est encore une couche pas cuite sur un OS qui est pas cuit non plus, et ça commence à être dur à avaler du coup. Donc sur X, on peut constater à quel point c'est un avis partagé par pas mal de monde qui pense que Windows prend une direction qui va faire les choux gras de Mac et Linux. D'autant que le jeu vidéo, qui a été longtemps une passion de Windows, n'est plus du tout sa chose gardée. Mmh. Alors bon, est-ce que c'est les vieux comme moi qui râlent? Peut-être. C'est peut-être que je suis juste un vieux qui râle, tu vois, qui râle au nuage. Est-ce qu'il y a une appétence réelle pour les agents partout dans le grand public comme chez les pros? Je sais pas, mais ça saute pas aux yeux pour le moment. Mais j'ai pas l'impression, hein, justement, que le grand public s'enthousiasme de l'arrivée de ces fonctionnalités-là dont on n'a même pas connaissance. Alors, c'est très empirique, hein, mais j'aime bien assez régulièrement solliciter les gens autour de moi, je croise dans la vie de tous les jours, hein, et qui sont pas du tout des technophiles, et qui me demandent bien souvent des coups de main pour leur dire pourquoi leur ordi est lent. Et c'est pas toujours parce que c'est Windows 11, Guillaume, loin de là, mais c'est hyper anecdotique, quoi. Les gens n'attendent pas ça du tout. Et je pense que c'est là où Microsoft devrait faire attention, c'est que par les temps qui courent et dans le contexte économique qu'on vient de décrire en long et en large et en travers dans cet épisode, mais aussi dans les précédents épisodes de Tech Café, il me semble extrêmement dangereux de laisser imaginer des choses qui ne sont pas bien implémentées. Alors peut-être que ça va arriver, tu vois, peut-être qu'ils vont tout corriger, tous les bugs, Guillaume, d'ici la fin de l'année ou d'ici début 2026, et que les IA vont arriver et qu'on va pouvoir faire comme dans la vidéo. Mais je sais pas, j'ai comme un doute, et je pense qu'ils devraient faire attention parce que d'une part, ça peut provoquer des réactions colériques, même sur le plan des marchés financiers, mais je pense aussi que ça peut avoir des conséquences lourdes le jour où ça arrivera pour Microsoft en tout cas. Écoute, on continuera à suivre, et puis dites-nous si jamais vous n'êtes pas un vieux qui râle, mais qui râlait quand même sur Windows 11, peut-être que ça rassurera Guillaume. Moi, je n'utilise pas Windows, pas Windows 11, mais j'utilise pas non plus la dernière version de macOS. Donc vous voyez, je suis un peu frileux de mon côté aussi. Allez, on enchaîne avec Yann Lequin, qui est un chercheur franco-américain que vous connaissez forcément, un pionnier de l'IA et en particulier du deep learning. Il était jusque-là directeur scientifique de l'IA chez Meta. C'était même une figure, hein. C'était, j'ai l'impression, une des fiertés d'avoir Yann Lequin parmi les collaborateurs haut placés chez Meta. Et c'est officiel, Guillaume, il s'en va. Eh oui, Yann Lequin se barre, il en a marre. On peut le comprendre, hein, Meta, c'est complètement organisé. Je ne sais pas si faire a encore une santé de fer. Oui, n'est-ce Ça pas? Mais de marche, ça toute marche. façon, c'est l'occasion de passer à l'acte 2 pour Yann Lequin. Acte 2, Ah, j'avais pas le. désolé. Ok. Si, ça marche, c'est Non, validé désolé, aussi. désolé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ni fait ni à faire, Oh cette blague. oui. Bref, Yann s'en va à la fin de l'année chez Meta pour monter sa propre société, ça y est, où il poursuivra ses recherches, les recherches qu'il faisait à faire. Pas qu'il faisait faire, hein, il Ah, faisait... ah. Non, j'arrête, Ah, ah, j'arrête. Bon, il va fonder donc ça avec des collègues de NYU, de l'université de New York et de Meta. Il va poursuivre le programme qui s'appelait donc en interne AMI chez FR, hein, pour Advanced Machine Intelligence. Apparemment, le gars ne parle pas d'AGI, mais plutôt d'AMI. Bon, plutôt, voilà, il considère. En fait, pour lui, les AMI, c'est des IA qui peuvent raisonner, planifier, comprendre le monde physique et avoir une mémoire persistante, qui est effectivement un gros enjeu et une grosse lacune, hein, des LLM actuels. Donc, on ne sait pas grand-chose de plus, en fait. Surtout, on ne sait pas qui finance. La boîte, d'ailleurs, s'appellera-t-elle AMI aussi? C'est possible, mais c'est pas clair du tout. Quel type de produit ils vont faire? Parce que, voilà, ce qu'évoque Yann Lequin, c'est vrai que c'est un programme de recherche pure. Alors, c'est super, mais bon, s'il en fait une start-up, il va falloir plus que ça, quoi. Donc, parce qu'il va lui falloir de gros moyens, hein. Et quand même, il fait du machine learning. J'imagine qu'il va faire des trucs qui vont demander beaucoup de calculs. Et Meta était quand même assez idéal pour ça, vu les ressources. Donc, un indépendant, je ne sais pas comment il va trouver assez de ressources et assez voilà, d'argent. Ça va être un challenge. Après, il s'appelle Yann Lequin, c'est une rockstar. Donc, Ouais. j'imagine que peut-être je me fais du souci pour rien. Et puis il y a de l'argent, je pense qu'on en parle à coup de dizaines de milliards toutes les semaines. Donc s'ils trouvent pas un peu de sous quand même, ce serait dingue.
Peut-être qu'il va crier, Yann Lequin, de libération d'avoir quitté Meta. Et en tout cas, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Ha, ha, ha. On a l'impression que c'est un espace totalement vide où il se passe rien. Et pourtant, il y a régulièrement des éruptions solaires. Alors, où je veux en venir, Guillaume, il semblerait que ce soit pas génial quand on a des satellites qui tournent autour de la Terre, les éruptions solaires. Et oui, on passe dans l'espace pour une petite info que j'ai vu passer, qui rejoint un peu les interrogations qu'on a vues avec les fameux futurs ou pas, d'ailleurs, un data center dans Ouais, l'espace. Comment ils pourraient faire avec les éruptions solaires? Ça arrive régulièrement quand même, hein, le soleil a comme un gros un reflux, quoi, un reflux gastro, mais bon, c'est un reflux. un rototo du soleil. Voilà, il Ouais. envoie dans l'espace un gros rototo de particules chargées qui fait des jolies aurores boréales et qui peut aussi perturber plus ou moins les trucs électroniques. Et il s'avère que quand vous êtes un satellite en orbite basse, ça vous concerne aussi pour une autre raison, parce qu'un gros reflux de plasma solaire, ça peut chauffer légèrement la haute atmosphère, et comme elle chauffe, ben, en fait, elle gonfle un petit peu. Et donc la haute atmosphère devient un peu plus haute, pendant que vous, le satellite, bah, vous êtes quand même pas si loin que ça, quoi. Vous êtes en orbite basse, donc Mhm. bah, si vous faites rien, la haute atmosphère te rattrape. Un petit peu légèrement, mais ça cause un léger frottement, et ce frottement, il te ralentit, ça te fait perdre de l'altitude. Donc les Starlink, pour éviter ça, ben, ils vont monter un petit peu pour éviter le gonflement de l'atmosphère. Ce qui pose tout un tas de problèmes. Parce que du coup, ils vont se mettre un petit peu plus loin, donc ça va naturellement accroître un peu les latences, mais surtout, ils sont tous connectés ensemble. Ils sont connectés par laser et tout ça, c'est méga précis. Donc dès qu'ils bougent, chaque fois qu'ils bougent, il faut qu'ils se réajustent et qu'ils se reconnectent. Et comme tout le monde bouge, comme toute la constellation bouge, hein, il faut il faut que toutes les connexions se homogénéisent. Donc évidemment, c'est compliqué. Hein, ils bougent pas forcément tous ensemble de manière suffisamment coordonnée, quoi. Donc il faut tout reconnecter à chaque fois. Et donc, bah, ça prend plusieurs jours, en fait. Hein, ça peut prendre Ah une nuit ou ouais, deux plusieurs jours, la pour vache. Ok. reconnecter tout ça, pour que ça se reconnecte de manière optimale. Et après, bah, une fois que c'est fini, une fois que le rototo est passé, bah, du coup, bah, évidemment, ils vont redescendre leur altitude nominale, et ça réoccasionne des perturbations encore sensibles, hein, sur le réseau. Le cycle peut durer 3 à 4 jours. Et donc il y a une étude qui a étudié ça, enfin voilà, qui regarde un petit peu ça, parce qu'en fait, ça se passe assez souvent, hein, et donc ils ont regardé 4 éruptions solaires en 2024. Donc voilà, il y en a eu au moins 4 de notables, et là, on peut le prendre de 2 manières. Donc oui, c'est chiant parce que, bah, en fait, ça arrive quand même très régulièrement, Mhm. et oui, ça perturbe, hein, la connexion à divers degrés. Mais de l'autre côté, bah, la connexion, elle a tenu, hein, la constellation continue de fonctionner de manière un peu dégradée, mais quand même, ce qui est quand même une performance d'ingénierie absolument remarquable. Ouais, c'est marrant que tu le mettes sous cet angle, parce qu'effectivement, c'est ce que je retiens, moi, quand tu décris un petit peu cette situation, c'est quelle prouesse technologique industrielle de parvenir à avoir comme ça une chorégraphie de satellites qui arrive déjà, ça a été prévu, c'est tout con, mais moi, je découvre complètement cette problématique-là. Et le fait que ça ait été prévu et qu'ils puissent réagir par rapport à ça et que ça continue à fonctionner, bah franchement, ouais, bravo, sur le plan technique, bravo. On est dans l'espace, on va y rester. On fait un petit suivi des projets espace au sens large avec l'arrivée, pas l'arrivée, mais l'avancée d'expérimentation du Starship de SpaceX, la société d'Elon Musk. Et les avancées, mais alors pas que d'Elon Musk, mais aussi de Blue Origin, le concurrent qui est fondé par Jeff Bezos. Oui, on continue dans l'espace avec quelques mots rapides aussi sur SpaceX quand même qui va tester la nouvelle, bah, je sais pas si tu as vu, ils ont testé la nouvelle version, la V3 de son booster qui a Mhm. explosé. Et donc bon, on me dire encore, oui, mais c'était pas un très beau feu d'artifice cette fois, c'était un peu raté, c'était pas un 14 juillet, hein, c'était plus le côté qui a violemment pété et le squelette est resté debout plus ou moins. Je pense qu'on peut dire que le booster V3 n'est pas encore prêt. Alors ça, probablement, chez Blue Origin, ils ont été très contents de voir que ça piétine un petit peu Ouais, je sais de pas. l'autre côté. Mm. Je sais pas, enfin, en tous les cas, Blue Origin, c'est parti, quoi, hein. Après un premier vol commercial réussi de ce qu'on pourrait rapidement, appeler un concurrent des fusées Falcon, hein, de SpaceX, la boîte de Jeff Bezos envisage déjà de passer à beaucoup plus lourd. À New Glenn succédera New Glenn 9 fois 4, en référence au nombre de réacteurs pour le deuxième étage, 4 réacteurs pour la prochaine fusée, il y en a que 2 aujourd'hui. Et donc le New Glenn X4 sera plus grand que Saturn V. Donc vraiment une fusée absolument énorme. Elle sera capable d'envoyer 70 tonnes en orbite basse, 14 en géosynchrone et 20 vers la Lune. Grosso modo, on est en face d'un concurrent du Falcon Heavy.
qui envoie dans les 60 tonnes en orbite basse. Le futur Starship, c'est pas encore très clair, ça dépend des versions, mais on serait au moins au-dessus de 200 tonnes, donc ce serait un petit peu en dessous quand même. Et par ailleurs, Blue Origin va aussi grandement augmenter la cadence de ses tirs. On serait sur plus de 12 en 2026 et jusqu'à 24 idéalement. Ce qui suppose qu'ils construisent désormais plus d'une fusée par mois, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ils sont en train de passer à une production en grande série, quoi. Et ils pourraient vraiment commencer à faire de l'ombre à SpaceX dès 2027. Encore que bon, sur le secteur, de toute façon, il y a beaucoup de demandes pour les lancements et je pense qu'il y a de la place pour 2 sans trop de problèmes. Mais bon, il y aura quand même, ça c'est nouveau quoi, il y aura quand même une concurrence. Et là, ils sont en train d'assembler le module lunaire Mark 1, donc c'est une affaire qui décolle, hein, voilà. Après tant d'années, à être assez, disons, plus discret en tout cas que SpaceX, Blue Origin décolle vraiment. À tel point que même Jeff Bezos peut lâcher la bride et enfin faire de ce que tout milliardaire en 2025 se doit de faire pour avoir un petit peu de street cred quoi, fonder une boîte d'intelligence artificielle. Évidemment. Bah oui, bah oui, enfin, c'est pas comme si Amazon faisait déjà de l'IA, bien sûr que Non. si. Mais bon, je sais pas, Jeff, il s'emmerde hein, sur son yacht aux Maldives, là, il en peut plus. Puis Lauren Sanchez, elle est pas si rigolote que ça. Et donc, bah, il repart comme en 40, il sera CEO d'une nouvelle start-up qui va s'appeler Project Prometheus. Ça claque, hein? C'est Non, vrai pas que... du tout, c'est nul. Oh, moi, je trouve ça... Non, c'est nul, ça me rappelle le film, Mais c'est le oui, bout du mais moi, monde, j'aime bien. là, et du coup, je suis sûr qu'ils vont se planter, voilà, ils vont se planter, c'est forcé. Ça, c'est un pronostic, tu vois, fait avec des arguments et une expertise derrière. C'est vrai Parce que que... ça me rappelle la- ce film de merde. Bon, Non, c'est... Jeff sera en fait co-CEO avec Vic Bajaj, qui est diplômé de Stanford. Il a travaillé chez Google X et chez Verily aussi. Il s'occupera vraisemblablement plus du front technique, quoi, scientifique. Et Jeff plus du business, hein, puisque Project Prometheus est orienté science et ingénierie, vraiment. Le but de l'entreprise, c'est de chercher à construire des solutions IA pour le monde physique via la fabrication ou la recherche scientifique assez largement. Donc, blague sur Prometheus mise à part, c'est plutôt un objectif intéressant en fait. Et bah, Bezos oblige, la startup est déjà financée à hauteur de 6,2 milliards de dollars. Et voilà, il a déjà 100 employés de qualité, hein, n'en doutons pas, qui ont été débauchés ici et là chez Meta ou OpenAI. C'est quand même très sympa d'avoir Jeff Bezos comme CEO. Prometheus, ce chef-d'œuvre incompris. Je voyais un autre article au passage sur The Verge, Guillaume. Je te donne le titre en français. Les prix de la RAM sont tellement exorbitants que les magasins la vendent comme du homard. Donc tu vois, ça c'était juste pour enfoncer le clou de ce que tu as déjà dessiné durant les derniers épisodes au sujet du prix de la RAM qui commence Ouais, ça déjà. pourrait durer des années, hein, je suis désolé, mais là on est mal parti. Hein. Et c'est mal parti, effectivement. On va... mais il faut pourtant de la RAM pour faire quoi? Pour faire des PC gamers, c'est important, c'est la base. Et bah voilà, on parle de PC gamers, parlons un petit peu de jeux vidéo, à commencer par deux concurrents féroces qui bossent ensemble. Et ce n'est pas Microsoft et Apple, non, 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 mais c'est Epic Games et Unity, les deux sociétés concurrentes qui proposent les deux principaux moteurs de jeux vidéo du marché, Guillaume. Oui, des nouvelles de Fortnite qui s'ouvrent d'une manière assez inattendue, hein, qui va accueillir effectivement les jeux faits avec Unity. Alors vous savez sans doute, hein, mais Fortnite, c'est plus depuis très longtemps juste un FPS Battle Royale, hein, c'est devenu Roblox en fait. Epic fournit des outils pour créer des expériences, des jeux au sein de Fortnite. Il y a déjà des milliers d'îles, comme ils appellent ça, qui regroupent autant de créations originales hein, qui sont faites par les utilisateurs. Et bon, bah, évidemment, hein, tout ça se tourne sur Unreal Engine et pour créer ces expériences, il faut même utiliser une version spéciale de ce moteur, qui n'est pas encore fusionnée avec les versions générales d'ailleurs, et qu'Epic encourage vivement, voilà, évidemment, Epic, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encourager vivement les joueurs de Fortnite, qui sont très nombreux et très jeunes en plus, à utiliser les outils d'Epic. C'est assez logique. Après, ils vont Mhm. être habitués, ils vont les utiliser plus tard, et bon, forcément. Pourtant, dès l'an prochain, les développeurs Unity pourront publier leurs jeux directement dans Fortnite, et ils seront découverts, pareil, hein, tu pourras les découvrir et y jouer comme n'importe quelle autre expérience dans Fortnite. Et donc, c'est assez malin finalement, parce que l'objectif, c'est, je cite, alors là je cite Sweeney, Tim Sweeney, c'est de créer un metaverse qui serait comme le web d'origine, quoi, c'est-à-dire le web mais en 3D. Donc c'est un espace social où tu pourras aller d'un jeu à l'autre, comme tu irais d'un site web à l'autre. Et puis bah, les sites sont indépendants en fait, hein, et donc ça veut dire qu'Epic, a priori, n'aurait absolument rien à voir avec les jeux faits sous Unity par X ou Y, et gagnerait pas non plus d'argent dessus, sur les transactions qui seraient faites dans ce jeu. Mais quand même, néanmoins, c'est quand même une manière de créer un autre écosystème, finalement. C'est de créer un écosystème de jeux PC qui est distinct du jeu PC. Ah, parce que le jeu PC traditionnel, il est monopolisé par Steam. Et l'Epic Game Store, malgré tout, il a complètement échoué à me remettre en question C'est ce vrai. monopole. Hein. Je crois qu'on est autour de 5% de part de marché, et c'est aussi le chiffre d'affaires qui est au bas mot 10 fois inférieur. Créer un métaverse du jeu 3D avec des tiers
même s'il rapporte pas directement, de l'argent à Epic, bah, ça le met quand même au centre d'un nouvel écosystème complet, une sorte de nouveau web, ouvert et en 3D, qui pourrait, voilà, effectivement attirer encore plus de gens, qui passeraient quand même via Fortnite aussi, qui serait quand même une plaque tournante de ça. Et donc ce serait, c'est pas forcément idiot, hein. Fortnite, c'est déjà plus de 100 millions de personnes qui y vont chaque mois dessus, et il y a plus de 200 000 îles originales déjà. Donc je sais pas, en tant que grand connaisseur, Guillaume, je peux te poser la question, crois-tu à ce métaverse-là? Mais oui, bien sûr que j'y crois. Écoute, Fortnite, c'est le terrain le plus improbable des collabs. L'autre jour, j'étais en stream avec mon fils et il s'avère que j'ai une skin Trunks de Dragon Ball Z et puis on jouait sur les cartes en ce moment et les cartes, en ce moment, c'est la carte des Simpsons. Et donc voilà, il y avait des personnes qui me disaient waouh, ça fait quand même un bug au cerveau de voir Trunks qui évolue dans une carte des Simpsons. Et voilà, bah, Fortnite, c'est ça, hein, c'est les collaborations les plus improbables. Est-ce que ça pourrait avoir vraiment un succès de cet ordre, voilà, d'un des métavers de jeux vidéo? Moi, j'ai du mal à y croire parce que beaucoup d'usages sont quand même concentrés sur le Battle Royale et sur quelques cartes. Bon, je sais pas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, Et c'est tu vrai que déjà c'était une essayé news des surprise. cartes J'en ai différentes, essayé vraiment quelques-unes et différentes? je me fais même, je suis même obligé par mon fils de tester certaines cartes. Alors, beaucoup me semblent assez, comment dire, clunky, quoi. Enfin, pas bien fini, tu vois. L'expérience Fortnite, c'est quelque chose de très léché où le moindre détail, le moindre petit élément est extrêmement bien raffiné. Tu as des trucs, parfois, tu sens que ça fonctionne pas hyper bien, mais il y a une diversité des jeux qui est dingue. Je trouve quand même que globalement, ça ressemble un peu systématiquement à la même chose, mais oui, il y a il y a plein de choses possibles. Pour moi, l'emblème principal de la variété de Fortnite, c'est d'avoir la possibilité de jouer au Lego, quoi. De jouer en mode créatif ou en mode survie avec des Lego. C'est devenu une part du jeu à part entière. C'était le cas aussi avec les jeux musicaux, là, tu sais, en l'équivalent de Guitar Hero. Oui, oui, puis il Bon. y avait les concerts aussi dessus, Et il y avait les concerts, effectivement. Est-ce qu'il y a des styles de jeux vraiment différents? Des jeux de course, par exemple, des jeux de plateforme, Alors, il y a des death run, comme ils disent, donc c'est des jeux de parcours où tu prends, voilà, avec ton personnage, tu dois sauter, de faire tout un enchaînement de parcours, un peu à la mais t'as Fall pas tu Guys, pas quelque des part. îles où t'as, je sais pas, où c'est un, je sais pas, un simulateur de vol, par exemple? Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Moi, j'en ai jamais vu, mais OK. tu vois, Mmh. il y a des cartes dans lesquelles on peut utiliser des avions, mais après, ça doit être hyper limité en termes de simulation de vol. Mais oui, comme tu peux utiliser les véhicules et avoir des interactions, bah, comme si c'était dans des courses, j'imagine que ça doit être possible. Écoute, tu sais quoi, je m'en fais une mission, j'irai regarder pour toi, Guillaume, d'ici Eh la ben, semaine ouais. prochaine, j'irai regarder, avec grand plaisir. On continue cette rubrique jeux vidéo. On fait un point aussi pour mesurer peut-être une des promesses vidéoludiques de l'intelligence artificielle, l'avancement dans les jeux vidéo des PNJ propulsés à l'IA. Des personnages qui figurent dans les jeux vidéo seront-ils bientôt aussi puissants que Gemini 3 et ChatGPT 5.1, Guillaume? Un jour peut-être, écoute, en tout cas, petite section IA et jeux vidéo parce que ça arrive, hein, inexorablement et sur tous les fronts. Peut-être, par exemple, alors, on a peut-être, par exemple, le premier jeu grand public qui est vraiment du succès, enfin, en tout cas, un certain succès avec des PNJ IA qui marchent pas mal et ce jeu, c'est Where Winds Meet, qui est un jeu chinois open world, free to play, qui était totalement passé sous mes radars, hein, je l'avoue. Au demeurant, ça semble être une sorte d'action RPG multi très sympa qui se situe en Chine médiévale. Ouais, c'est Ok. c'est joli, quoi, bon, voilà, OK. Mais on en parle, là tout de suite parce que dedans, il y a des PNJ avec lesquels vous pouvez tisser des liens et discuter de manière totalement libre. Ce sont des chatbots intégrés au jeu, donc ils ont une fiche de perso bien sûr, hein, mais globalement, vous avez une interface de chat comme WhatsApp, quoi. Puis tu peux discuter avec eux, voilà, de manière totalement libre. C'est rigolo, ça a beaucoup amusé pas mal de joueurs qui se sont alors ils se sont amusés évidemment à les torturer psychologiquement, ou à philosopher avec eux et bien sûr, ils ont essayé de les choper parce que évidemment. Et en fait, dans tous les exemples que j'ai vus, les persos restent bien dans leur rôle finalement. Ils répondent de manière assez crédible et assez cohérente avec leur propre personnage, avec l'univers. Jusqu'au point où même si tu veux les provoquer, tu peux les provoquer, voilà un petit peu, puis si tu les provoques suffisamment longtemps et violemment, ils vont finir par te taper, ce qui est Ok. assez cool je trouve. Et dans l'ensemble, les PNJ chatbots sont bien accueillis et pour l'instant, il n'y a pas eu de dérapage. En tout cas, j'ai pas d'exemple de dérapage horrible où un PNJ, insulte un joueur et l'exhorte à aller se trancher les Ah, c'est veines, quoique curieux je ça. pense pas. Ok. En tout cas, c'est une idée qui, bien évidemment, trotte dans la tête d'autres studios et même les plus gros puisqu'il y a Strange Zelnick, PDG de Take-Two, qui a commencé à parler d'entraîner des PNJ sur des scripts plutôt que de les, scripter directement, hein, pour qu'ils aient des conversations plus naturelles aussi. Alors c'est tourné un peu bizarrement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Donc c'est-à-dire que le patron de la maison d'édition de Rockstar envisage sérieusement un avenir avec des PNJ IA, hein, qui pourraient discuter avec toi de manière totalement, libre et c'est assez logique finalement parce que
c'est même aujourd'hui, même là tout de suite, c'est possible d'avoir un chatbot qui est pas débile du tout et qui pèse moins de 4 gigaoctets. 4 gigaoctets, c'est pas grand-chose sur le poids d'un jeu moderne, hein, Mmh. et c'est vrai que ça a le potentiel d'accroître encore plus le temps que tu passes sur le jeu et l'attachement émotionnel que tu as au Ouais. personnage et ça, c'est important évidemment surtout pour des jeux services d'ailleurs. C'est assez malin du coup, avec Where Winds Meet. De son côté, Ubisoft est en ce moment même en train de tester des équipiers IA aussi, qui comprennent les instructions en langage naturel, les signaux visuels à l'intérieur du jeu et qui sont contrôlables directement par la voix. Alors c'est un prototype, hein, c'est un projet qui est en test fermé. Apparemment, ça s'appelle Teammates, tout simplement. Autant dire que ça n'a pas de titre, quoi, c'est juste voilà, Teammates. Parce que c'est joué par une centaine de personnes, c'est de la recherche, hein, c'est vraiment expérimental et pour l'instant, c'est un shooter générique. Donc c'est quand même un jeu où il faut être rapide, hein, notons-le d'ailleurs au passage, et où vous vous trouvez avec 3 équipiers. Donc vous devez chercher des équipiers vous-même, hein, mais en fait, vous jouez pas seul, vous jouez avec 3 IA. Il y en a 3, ils ont des personnalités différentes. Il y a Jaspar, Pablo et Sofia. Et en fait, ils sont au courant du contexte du jeu et ils répondent aux sollicitations. Donc si tu leur dis de vive voix, «Va te cacher derrière un tonneau Pablo», bah, il va comprendre, il va localiser un tonneau pas trop loin, il va se planquer, voilà et puis il va te parler aussi d'ailleurs, il va même te parler beaucoup. C'est Guillet Chatbot ça, ils n'arrêtent jamais de parler. Alors heureusement, évidemment, c'est voilà, c'est pour débugger, j'imagine, leur comportement, c'est le Mmh. proto, hein, je pense que ça pourrait être, vraiment très différent, mais pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose de plus. Ça montre, que bien que la tech est de plus en plus mature pour commencer à intégrer des univers de jeux vidéo et c'est vraiment à l'étude. Et pourtant, il n'y a pas que, une plus grande immersion, dont il serait question en matière, d'IA dans le monde des jeux vidéo. Il y a aussi des usages peut-être un peu plus critiquables, un peu plus proches de nous peut-être, Guillaume, non? Oui, bah, après juste, pour conclure, on peut aussi mentionner, pour conclure sur l'IA quoi, que, bah, de plus en plus on voit utiliser, les outils IA pour la production de jeux évidemment. Alors on le sait pas toujours, quand on le sait, ça crée souvent des polémiques. Les dernières en date, c'est celle Riders qui a utilisé des doubleurs synthétiques, hein, et celle du dernier Call of Duty, dont les cartes récompenses, qui sont un petit peu comme des trophées quoi, bah, disons globalement, non, si elles ont pas été générées par ChatGPT, c'est vraiment bizarre limite, hein, parce qu'elles Avec ont un un style style Ghibli. Ghibli très, très, très suspect quand même, hein, vraiment. Et bon évidemment, et ils ont pas démenti d'ailleurs, hein. Bon, enfin, c'est quand même un jeu Activision, quoi, hein, c'est un des éditeurs les plus riches du monde, donc on peut considérer que c'est un scandale. Pour d'autres productions plus modestes, par contre, l'IA, ça pourrait surtout être un moyen de faire une meilleure production avec peu de moyens, hein. Il y a 2 faces, hein, aux outils IA, de toute façon, hein. Donc oui, les grosses boîtes peuvent faire pareil avec moins de gens, mais enfin, généralement, on peut aussi faire plus avec autant de gens. Ce qui est d'autant plus utile quand tu as peu de moyens. Et d'ailleurs, Arc Riders a utilisé des doubleurs, enfin, effectivement, des doubles de voix numériques, mais avec l'accord des intéressés, hein. C'était éthique, hein, je veux dire, ils n'ont pas fait ça en douce, quoi. Mais bon, de toute façon, tu sais quoi? Peut-être que tout le monde s'en fout, en fait. Et en particulier les consommateurs. Selon Jacob Navok, qui est ex-cadre de chez Square Enix, en bout de chaîne, les joueurs n'en ont rien à carrer. Mmh. Il prend l'exemple d'un jeu Flash gratuit. Alors, je dis jeu Flash, mais c'est un jeu internet, quoi, Mmh. gratuit comme ça sur un navigateur, qui s'appelle Still a Brain Rot et qui a 30 millions de joueurs simultanés et qui enterre donc des gros succès comme Ark Riders, hein. Et le but, c'est de voler des mêmes débiles qui sont seulement connus de la Gen Z et après, quoi. Et bon, ce qu'il veut dire, c'est que ce brain rot, en fait, en gros, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce brain rot? C'est des trucs qui sont générés par IA, hein, souvent, mais c'est des mèmes qui sont rentrés dans la culture populaire, en fait. Et finalement, le slop, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. On l'appelle maintenant slop par mépris. Mais ce slop-là, les, plus jeunes, hein, qui sont nés avec d'ailleurs, qui sont nés avec, voilà, les mêmes internet et le slop, mais ils vont le considérer juste comme un truc rigolo sur internet comme un autre, en réalité. Mmh. Ce brain rot finalement, le brain rot rentre dans la pop culture comme le reste, en fait. Mmh. Et donc les considérations de voilà, telle image est générative, telle voix n'est pas celle de l'humain, tout ça, en gros, c'est des considérations éthiques qui risquent de pas faire très long feu, finalement. Mmh. Ouais, ça sera peut-être pas un problème, très longtemps, effectivement. On a peut-être, pour conclure cet épisode, la véritable raison. Moi, je pense que c'est ça. La véritable raison du rachat de Blizzard Activision King par Microsoft, c'était un jeu bien plus important que tout ce que vous pouviez imaginer. Oui et c'est des jeux textuels d'ailleurs, encore une fois. Des aventures textuelles. Microsoft a rendu open source les jeux Zork 1, 2 et 3 sous licence MIT. Je connaissais pas du tout. Tu connaissais pas Non, Zork? pas du tout, non. Bah, c'est des livres, en gros, c'est des livres dont vous êtes le héros, mais Mmh mh. sur ordinateur aussi, pour le faire très vite, quoi. C'est des aventures Mmh. textuelles.
Donc c'est des jeux d'aventure, mais où il y a pas de graphisme quoi, hein. Tu écris ce que tu dois faire et puis tout est décrit comme ça en texte. Les codes sources des 3 jeux ont été publiés sur GitHub, hein, et cette fois la licence est clairement définie, en fait. Alors les éléments commerciaux, les marques, les droits d'auteur restent aux propriétaires, ça continue d'appartenir évidemment à Microsoft. Mais, en fait le code source il est accessible et surtout il y a, en fait là, ce que vous allez me dire, mais le code source, en fait, il était déjà, disponible dès 2019. Il y a Jason Scott qui l'avait mis OK. en ligne. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas de licence claire. Donc on ne savait pas exactement si c'était, si on pouvait l'utiliser, comment, et cetera, ou si ça allait être retiré. Là, cette fois, la différence, c'est que bon, c'est clair, c'est sur GitHub, il y a plus de menaces, quoi. Voilà, c'est Mmh. vraiment MIT, il y a plus aucun problème. Et en fait, Microsoft, effectivement, détient les droits de propriété intellectuelle de Zork parce qu'il a acheté Activision en 2022, effectivement. Parce que Activision avait acquis Infocom, qui est l'éditeur original en fait des orques à la fin des années 80. Donc voilà, ça y est, ces aventures-là sont utilisables par n'importe qui. Si vous voulez vous y mettre, le mieux c'est d'utiliser une Z-Machine, hein. La Z-Machine, c'est des émulateurs en fait qui permettent de jouer aux jeux Infocom de cette époque sur n'importe quelle machine moderne. Donc c'est pas la peine voilà, de recompiler ou d'utiliser Sudos, le Zork original, même si c'est aussi rigolo en soi. Ça peut être un petit défi du week-end, quoi. Ça peut être un petit amusement dans l'amusement. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette veille complète et cette sélection et ce relais de l'info tech pour cette semaine. Je vous rappelle bien évidemment, avant de vous quitter, qu'il y a donc cette promo Black Friday qui justifie plus que jamais la possibilité que vous alliez sur patreon.com/techcafé pour vous abonner. Et puis, allez jeter un coup d'œil aussi sur techcafé.fr parce que d'une part, il y a un champ accessible dès la homepage pour vous abonner à la newsletter et recevoir la sélection qui revient sur les publications de Tech Café de la semaine. Et puis tout en bas de techcafé.fr, vous avez aussi les articles gaming, la plupart du temps gaming, de Terax, qui sont extrêmement bien écrits et qui méritent d'être consultés. Guillaume, où te retrouve-t-on ? Alors bon, on me retrouvait en train d'acheter des actions Nvidia avec un prêt à la consommation Cofidis, hein. Je vais devenir riche grâce à Cofidis. Est-ce vraiment une bonne idée ? Je ne sais pas, tu ferais mieux d'acheter de la RAM, voyons, c'est le meilleur investissement qui soit pour les mois et les années à Oui, c'est venir. vrai. J'aurais dû acheter tellement de gigas de RAM là, Ah, les derniers mois. c'est comme tout si on avait su. Vous me retrouvez alors sur Discord, derrière techcafé.fr, mais également sur YouTube et même sur Twitch chaque vendredi matin de 10h à midi. Merci infiniment pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.